chers auditeurs de la radio Aïba FM, bonsoir. Ce soir, nous avons l'honneur d'être accueillis au ministère de la Justice et des Affaires islamiques. À sa tête, M. Fahmi Saïd Ibrahim. Bonsoir, Monsieur le ministre. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Je me sens, par la grâce de Dieu, en pleine forme. Et je suis très heureux d'être là avec vous. Alors, Monsieur le ministre, comment vivez-vous votre alliance avec vos adversaires politiques d'hier? Vous savez, en politique, il n'y a jamais d'adversaire définitif. Il y a un concours de circonstances qui pousse certains à se positionner en fonction du contexte politique. J'aurais pu effectivement observer une neutralité, mais la neutralité aurait été un appui bienveillant à Mamadou, chose que je ne voulais absolument pas. Il a fallu, et c'est d'autant que je n'ai jamais eu de confrontation ni d'opposition philosophique avec le président Azali. Je n'ai jamais porté de critique sur lui. Il a gouverné le pays pendant 7 ans. J'étais à l'époque pas politique, donc il n'y avait pas d'opposition. Il est vrai que il y a eu... il y a quand même eu des antécédents. Vous avez certains partis quand même qui a porté plainte dans le passé contre le vote, ou plutôt contre vos alliés à l'époque. Écoutez, c'était une plainte qui a été diligentée par je ne sais qui exactement. En tout état de cause, ceux-là qui ont déposé la plainte au tribunal, manifestement, n'étaient pas ceux qui étaient dans le CRC quand on a fait l'alliance. Et puis, je vais vous dire une chose. Il faudrait que nous, Comoriens, acceptions que personne n'a définitivement raison et à lui seul. Il faut que l'on comprenne que l'on doit composer. Cette alliance est une alliance pour l'intérêt du pays. Je me suis allié à Azali pour éviter au pire à ce pays. Et je suis très heureux de l'avoir fait. Quand vous dites que vous êtes heureux, ça veut dire, est-ce que ça se passe très bien? Parce qu'on connaît votre gouvernement quand même... Pourquoi voulez-vous que ça se passe mal? Il n'est pas homogène. Mais écoutez, même... Comment vous fonctionnez dans un gouvernement où vous avez quand même une multitude de partis ayant des directions philosophiques ou conceptions politiques différentes? Mon cher ami, depuis le temps d'Ahmed Abdel Abdelrahman, où il y avait un parti unique, il y avait un seul courant de pensée, depuis l'avènement de la démocratie aux Comores, il n'y a jamais eu de gouvernement homogène dans l'absolu, dans ce sens qu'il a toujours fallu qu'il y ait une composition d'alliances pour gouverner. Ceci n'est pas le monopole des Comores. Vous savez, dans tous les pays du monde moderne, il est très rare qu'il y ait un pays où les alliances ne soient pas utiles pour pouvoir gouverner. Nonobstant, vous avez compris, Monsieur le ministre, nonobstant, il faut s'accommoder politiquement. Écoutez, s'accommoder, la question n'est pas d'une accommodation. Nous sommes là juste... Parce que moi, j'ai cru comprendre que vous êtes une personnalité politique assez emblématique et particulière, dans la mesure que vous évoquez souvent la justice, vous êtes quand même d'une intégrité, je vais dire, rare pour un homme politique. Alors, comment expliquer ce bond que vous avez fait ces derniers temps? Quel bond? Avec des gens dont vous savez, pour la plupart, sont mouillés dans des affaires dont vous étiez même je vais dire, le porte-parleur, justement, vous demandiez justice à l'époque. Comment ça se fait que vous travaillez avec ces gens-là? Je connais aucun ministre dans ce gouvernement qui a fait l'objet de poursuites, d'une part, et d'autre part. Je pense que vous avez la mémoire courte, monsieur le ministre. Vous avez la mémoire courte. Alors, vous êtes sûr que dans le gouvernement, vous n'avez pas des gens qui ont une affaire en cours au niveau de la justice? Il vous revient à vous de me la rafraîchir. Dans le passé, il y elle y a quelques années en arrière, vous êtes sûr? Non. Nous parlons du gouvernement. Il vous appartient à vous de me rafraîchir la mémoire au cas où elle serait courte. Je ne vais pas citer une personne mais non, sinon, écoutez, si une affaire est portée au tribunal, excusez-moi, si une affaire... Vous avez des ministres parmi vous qui ont des affaires en cours, qui ont eu des affaires en cours dans le passé, et qui n'ont pas été résolus et qui sont restés en suspens pour des raisons politiques, vous le savez bien. Mon cher ami Daoud, on ne doit pas dire les choses à moitié, ou on les dit ou on ne les dit pas. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a fait l'objet d'une condamnation, vous le dites. Non, je n'ai pas dit condamnation, j'ai dit instruction. C'est différent. Vous savez, dans ce cas-là, il y a une présomption d'innocence. Vous savez que toute personne qui est poursuivie n'est pas coupable. Il peut très bien se relaxer. Non, mais ce sont Ou on est républicain, on ne l'est pas, ou on est légaliste, on ne l'est pas. Quand on est légaliste, on doit respecter la procédure.
La loi, c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. Tant qu'une personne n'est pas condamnée, elle est présumée innocente. Oui, je ne pas parler d'innocence. Moi, personnellement, Non. Je veux bien que vous me parliez de personnes qui auraient été poursuivies. Mais je vous dis que je personne n'a ne été parle pas condamné. d'une personne en particulier. Je ne pense pas à une personne en particulier. Écoutez, mais je vous dis que dans je le suis... gouvernement, vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont des Non, je ne sais casseroles pas qui justement. Dans ce gouvernement, je ne connais pas. Maintenant, il vous appartient à vous de me Je la pense que réfléchir. vous faites là, monsieur le ministre, je ne sais pas si je ne vais pas me mais faire non. arrêter, mais je pense que Vous ça... ne- je vous il y a une garantis sorte la de- liberté. il y a une forme- Je suis le ministre qui Je défend trouve les que- libertés alors, de la presse si vous et me vous n'êtes pas permettez, arrêté. si vous me permettez, j'estime que c'est... Je n'ose pas utiliser les mots, parce que vous protégez. Vous protégez, ou alors vous cachez une face de l'histoire. Je en matière protège de la détournement. présomption d'innocence. Je ne veux pas que l'on porte des accusations gratuites parce que la procédure est ce qu'elle est. Une personne poursuivie n'est pas condamnée, que dès lors on ne peut pas qualifier de personne de condamnée. C'est tout. Si vous me dites qu'il y a cette personne... Suspecté, est-ce que ça vous convient le terme, monsieur le ministre? Est-ce que vous savez que dans le gouvernement Je vous avoue- dont vous faites partie, il y a des gens qui sont suspectés de malversation dans Je le vous passé? avoue que je préfère la présomption d'innocence au suspect. La suspicion, vous savez, elle peut nous mener J'ai compris que vous à ne des répondrez positions pas à très ma dangereuses. question et on passe à une autre question. Mais non, mon monsieur. cher, je veux répondre à votre question et j'ai été extrêmement précis, justement, parce que le droit, c'est le droit. Je donne la parole à... Oui, cher monsieur le ministre d'État, concernant les dossiers, revenons dans nos moutons. Concernant les dossiers de peine capitale et perpétuité, certains nombres des Comoriens sont inquiets par rapport aux lenteurs jusqu'à preuve du contraire. Ce gouvernement doit assurer sa responsabilité pour l'exécution de certains détenus concernés. Et vous, en tant que juriste, ministre d'État, de la justice, garde-sceaux, que dites-vous par rapport au dossier de peine capitale? Mon cher ami Nono, je suis extrêmement précis là-dessus. La peine capitale, je suis d'accord pour des questions philosophiques. Je suis musulman et je pense que la peine de mort, on ne peut pas l'abroger. C'est ma conviction. Mais elle à est moi. tombée en désuète, monsieur le ministre. La désuétude, on est une chose. Légiférer, on est une autre. Attention, il m'a parlé de la question de la peine de mort. Je vous dis que je suis favorable et j'ai toujours été favorable et je n'entends pas changer. Je militerai pour que l'on maintienne la peine de mort. D'une part. D'autre part, vous nous demandez de résoudre ce que le gouvernement précédent n'a pas fait pendant 5 ans. Les affaires qui sont là sont aussi les affaires de l'ancien pouvoir. Pourquoi n'ont pas-ils exécuté ces décisions? Nous allons naturellement Mais y c'est vous qui êtes réfléchir. là maintenant. Oui, mais nous sommes là depuis 4 ans et les autres étaient là pendant 5 ans et ils ont quasiment 4 rien mois, fait. 4 mois. Enfin, nous, 4 4 mois mois, tout à et fait. 20 jours, si vous voulez, pour être précis. Les autres étaient là depuis 5 ans et n'ont rien fait. Je note que cette question, vous ne l'avez jamais posée à Mamadou ni à son gouvernement. Nous savons pertinemment que personne n'est au-dessus de la loi et que plein de dossiers sont traités par la Cour des comptes, notamment la citoyenneté économique, pour ne pas citer d'autres. Mais bien sûr que vous êtes au courant que Maître Saïd El Arifou avait porté plainte. Ça fait déjà un bout de temps. Mais toujours le fameux citoyenneté est en souffrance. Pourquoi? Écoutez, je suis là depuis 4 mois, je ne peux pas examiner toutes les affaires. En tout cas, j'ai donné pour instruction au parquet d'instruire toutes les affaires qui ont pour eux saisi. Je voudrais rappeler une chose. Je suis favorable pour une instruction sur l'affaire de la citoyenneté économique. Je vais vous surprendre, je suis d'accord. Je vais encore aller plus loin. Le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi est parfaitement d'accord. Vous serez étonné? Et qu'on le fasse. Il veut, Je suis donc, d'accord. vous nous apprenez, monsieur le ministre, que l'ancien président Sambi est d'accord pour qu'on poursuive cette enquête. Attention, je parlais d'instruction. D'instruction, Absolument, je vous l'apprends. Moi-même, il me l'avait demandé, mais je suis rentré en campagne, que l'on lance une procédure d'enquête parlementaire sur les fonds de la citoyenneté. Absolument. Alors, maintenant que la plainte a été déposée depuis 8 ans ou 7 ans ou 6 ans, la question mérite d'être examinée. Vous nous Et- confirmez que vous avez vous avez donné des instructions à ce que Alors, ces je vous affaires fassent je vous confirme une chose, j'ai demandé à ce que toutes les plaintes qui ont été déposées et surtout les audits qui ont été déposés par la Cour des comptes soient instruites. Je ne veux pas, j'ai pas donné d'instruction particulière sur telle ou telle affaire, mais je dis simplement que le tribunal devrait travailler en toute sérénité pour que la vérité soit connue. Monsieur le ministre, ces derniers mois, on va dire, pour ne pas dire, enfin le mois dernier, le président de la République a pris un certain nombre d'actes. Je pense notamment au fameux décret qui a dissous la commission anticorruption. Quel est votre avis en tant que juriste? Première question, et ça c'est une question personnelle.
Mais deuxième question, et ça dans l'aspect gouvernemental, quel est votre avis personnel en tant que juriste? Et puis deux, en avez-vous parlé au sein du gouvernement? Écoutez, je vais vous dire une chose très simple. Parce que c'est quand même une grosse erreur pour le... Vous savez, les latins disaient errare humanum est. L'erreur est humaine. Comme vous-même vous dites que c'est une erreur et non pas une faute, je suis très heureux de la qualification d'erreur. Donc l'erreur est humaine. Alors j'enlève le mot, monsieur. Ah ben non, vous n'allez pas enlever le mot à chaque fois que nous allons avancer dans le débat. Non, on avance. Alors je vous dis une chose. J'ai dit une erreur Daoud, je ne fais que rebondir sur le vocabulaire que vous utilisez vous-même. Maintenant, je vous dis une chose. Êtes-vous au courant alors, une gaffe. Est-ce que vous acceptez que c'était une gaffe? Une gaffe, non, je ne sais pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous sommes des républicains et donc légalistes. Vous êtes au courant que la Cour a annulé le décret du président? Oui. Nous allons se conformer. Et le président Azali Assoumani est un républicain, il va se conformer sans aucun doute. Eh bien, j'abonde, je profite pour... Quelle est la suite alors? Comment vous allez procéder? Écoutez, l'arrêt a été rendu hier, on n'a pas eu encore une réunion pour examiner la suite à donner, mais il y en aura certainement une. Une décision de la Cour constitutionnelle, on ne peut pas rester, faire comme s'il n'y a pas eu cette décision. Croyez-moi, naturellement, nous allons prendre acte, et c'est ainsi qu'on va les choses. Vous savez, nous sommes heureux que nous vivions dans un pays démocratique où les institutions judiciaires peuvent réguler aussi les erreurs, comme vous dites vous-même, de nos actes administratifs. Revenons dans l'actualité d'après Alouatouane d'hier. Maître Bahassan Ahmed, le fameux dossier de la CENI, est orchestré, diligenté par des autorités non inconnues, c'est-à-dire le juge d'instruction en charge du dossier avait ordonné et avait un ordre émanant de quel niveau, on ne sait pas. On passe à selon vous, aussi Maître Bahassan, le sort de ses clients, bien évidemment, sera ordonné et ça montre que le juge d'instruction n'est pas en mesure de maîtriser le dossier de je trouve que c'est une position extrêmement grave. Un avocat ne peut pas accuser un juge d'instruction de recevoir des ordres de supérieur. De qui veut-il parler? Du gouvernement? Du président de la République? Du vice-président? De moi? Oui, non. De moi? De quel autre ministre? On soupçonne que c'est vous? Écoutez, on ne gère pas un pays dans les soupçons. On n'est pas un homme responsable dans la suspicion. Quand on veut accuser, on dit clairement que tel a donné des ordres avec des preuves à l'appui. C'est extrêmement grave. Moi, quand demain je voudrais accuser qui que ce soit, je vais faire en sorte que je sois en possession des éléments de preuve pour justifier cette accusation. J'ai transmis des dossiers naturellement. Je ne peux pas penser que la Cour de compte a menti. Excusez-moi, laissez-moi parler. C'est le magistrat. C'est des magistrats de la Cour des comptes qui ont fait un rapport, qui ont établi qu'il y a eu 150 millions qui ont été détournés. Larifou est aussi bon juriste que moi et Bahassan. Et lui-même, il a demandé à ce qu'il y ait une enquête préliminaire, à ce qu'il y ait une instruction. Larifou, qui est un garçon aussi, qui a été bien formé aussi, il a fait une conférence de presse et il a salué qu'il y a eu cette ouverture d'information. Je suis quelque peu choqué qu'un avocat, dans la défense, dans la ligne de défense d'un client, accuse un juge gratuitement, et je trouve ça inadmissible. Et voilà ce que je dis. On évoque, j'ai vu dans Alouatouane, une immunité fonctionnelle. Mais ça veut dire quoi une immunité fonctionnelle? Je vais vous l'expliquer, une immunité fonctionnelle. Ça veut dire qu'une immunité fonctionnelle, c'est une immunité par rapport aux actes liés à la fonction. Est-ce qu'on voler de l'argent est lié à l'exécution de la fonction? Non. Donc il n'y a pas d'immunité fonctionnelle, contrairement à ce qui est dit par l'avocat de Djaza et les autres. Voilà, je donne mon interprétation. Mais je trouve, et je pèse mes mots, que cette accusation voilée est extrêmement grave. Et c'est dommage. Je pense qu'un avocat peut très bien défendre ses clients, et c'est tout à fait normal qu'il les défende, et c'est normal que des prévenus aient un avocat brillant de surcroît, comme Bahassan, mais je trouve que c'est dommage qu'il pose des accusations gratuites pareilles. On n'a pas le droit de jeter le discrédit sur la justice, et moi, en tant que garde de sceau, je me dois aussi de protéger l'institution judiciaire. Est-ce que, monsieur le ministre, vous ne pensez pas que vous êtes un homme seul dans votre démarche à vouloir mettre de l'ordre dans ce pays? Parce que certes, vous ne traînez aucune casserole, mais la plupart, l'échiquier politique comorien, a chacun son histoire. Est-ce que vous ne risquez pas, à un certain moment, d'être bloqué parce qu'on aura touché un tel et un tel, où on a besoin de lui politiquement? Alors, je vais vous dire une chose. Jamais le président Azali n'est intervenu pour orienter ou dissuader ou protéger qui que ce soit. Je vais être intellectuellement honnête. Azali Assoumani, le président de l'Union des Comores, respecte scrupuleusement
l'institution judiciaire, le ministre de la Justice, dans cette nouvelle vision de rupture, de militantisme contre la culture de l'impunité. Voilà, je ne pense pas, quand vous dites que je suis seul, je ne suis pas seul, j'ai l'appui du président de la République, et pour la plupart des ministres, ou sinon la quasi-totalité des ministres et des vice-présidents soutiennent l'action de mon ministère, et il y a une solidarité gouvernementale. Quelles sont, monsieur le ministre, les réformes que vous envisagez de mettre en œuvre dans les prochains mois? Parce qu'on le sait très bien, notre justice est malade, personne n'est content d'elle. Quelles sont les mesures que vous préconisez, que vous comptez mettre en œuvre dans les prochains mois pour réformer notre justice? Alors, je vais être extrêmement simple. J'ai un ministère où il est composé donc de la justice, de l'administration publique, des affaires islamiques et des droits humains. Pour commencer à répondre sur la première partie, notamment la justice. Vous savez, la réforme de la justice, on ne va pas inventer la roue. Les institutions sont là. C'est une question d'exigence, de résultats et une nouvelle politique à initier au niveau du parquet. Les magistrats sont là. Nous avons de très bons magistrats, de première instance à la Cour suprême. Nous avons des gens bien formés. Nous avons tous les outils pour que aujourd'hui le droit soit dit. Maintenant, nous avons des questions d'administration judiciaire, parce qu'il est vrai qu'il faut distinguer entre les actes d'administration et les actes judiciaires, mais les actes d'administration et de l'administration de la justice avec très peu de moyens. Vous savez, nous sommes le parent pauvre de la République. Magistrats sous-payés, magistrats quasiment ignorés, indices extrêmement bas, et nous demandons à ces magistrats, nous sommes exigeants aussi de ces magistrats. Attention, je ne dis pas que nous n'avons pas quelques magistrats qui se sont laissés verser dans quelques affaires, mais bon, dans tous les corps, il n'y a aucun corps. Et ça, c'est la propension. Oui, mais alors, les réformes à mettre en place, je vais vous dire, d'abord, j'ai voulu améliorer les conditions de vie des magistrats. Comment, Daoud, vous comprendrez qu'un magistrat gagne aujourd'hui 220 000 francs comoriens? Même le vendeur de cacahuètes dans la rue peut faire ça, autant. Et ça, c'est pas normal. Et ça, je l'ai posé. Il n'y a pas que les magistrats, c'est dans l'ensemble. L'ensemble de la vie ne permet pas justement des bases. Vous m'avez posé une question sur la justice. Oui, donc, je vous réponds sur la justice. Quand vous aborderez tout à l'heure une question sur la vie, je vous répondrai sur la vie. Je vous en prie. Mais je ne vais pas contourner et refuser de répondre à votre question. Je ne suis pas le genre d'homme politique qui fuit les questions posées. Alors, laissez-moi répondre à votre question. Alors, vous venez d'en fuir quelques-unes. Mais non, pas du tout. Pas du tout. J'ai été en train de rétablir le droit. C'est différent. Je vous ai dit ce que c'est la présomption d'innocence et ce que c'est la suspicion, qui n'est pas normale quand il s'agit des libertés des gens et surtout de la probité des hommes politiques et des autres. Revenons sur la magistrature. Oui, dans les réformes que j'ai proposées, d'abord, je veux améliorer la condition de vie. J'ai proposé, concrètement, je vous dis, je suis en train, j'ai fait une proposition dans la loi de finances 2017 où j'ai un volet de soutien spécial aux magistrats pour niveler vers le haut les magistrats pour qu'ils ne gagnent pas moins de 500 000 francs par mois. Donc, tous ceux qui gagnent moins de 500 000, on va tenter de les niveler à 500 000 pour qu'ils aient un minimum de revenus. J'ai signé également, ou j'ai fait signer, pour être plus précis, entre mon ministère et la SNPCF, une convention de crédit. Nous voulons faciliter des crédits à des taux intéressants à nos magistrats et greffiers pour qu'ils puissent emprunter de l'argent et acheter de voitures, à défaut pour l'État de pouvoir leur fournir de voitures. Vous défendez donc votre corps? Écoutez, je défends la justice. Je dis que pour que les magistrats puissent administrer une bonne justice, ils doivent avoir un minimum de confort. Il n'est pas normal. Là, aujourd'hui, il pleuvait. Allez-y vous mettre derrière Feeling. Vous verrez qu'il y a des magistrats qui sortent à pied pour prendre un taxi. Est-ce normal? C'est normal que ces magistrats aussi soient tentés quand on voit ceux qui roulent avec des grosses voitures cylindrées qui coûtent 40 millions de francs comoriens, pendant qu'un magistrat qui va instruire son affaire, parce que c'est un délinquant qui sera traduit au tribunal, et le magistrat marche à pied. C'est pas normal. Voilà, je suis en train d'améliorer, de faire en sorte que il y a aussi l'administration, on est en train d'organiser aussi bien ici en juin que oui, mais concrètement, là vous restez vague, monsieur le ministre. Moi j'aurais voulu que tel domaine, par exemple, il m'arrive à l'esprit la qualité de nos magistrats. Vous savez que ces derniers temps, on en a produit quelques-uns, je pense qu'il y a une trentaine environ, dont certains textes, quand on les lit, je pense notamment aux notaires, laissent à désirer. Comptez-vous continuer à permettre à certains d'exercer? Mais je ne peux pas tout parler
d'un seul coup, si vous me donnez 5 minutes, parce que la question elle est Je pointueuse, vous en prie, ouais. je vais vous expliquer les mesures que j'ai mis en charge. J'ai pris des contacts avec certains pays, notamment la France, pour que l'on puisse former aussi des magistrats. Dans 2 semaines, je serai à Brazzaville, dans le cadre de l'OADA, et j'ai tout un programme et des rencontres que je voudrais convaincre au niveau de l'OADA pour que l'on fasse des formations supplémentaires de spécialisation à nos magistrats. Bien sûr qu'on est en train de tenter de faire des choses, mais vous savez, en 4 mois, c'est pas beaucoup de jours. Je finirai à propos des magistrats. On essaie d'améliorer, on essaie de faire en sorte que les magistrats puissent travailler dans de bonnes conditions, et c'est vrai la question que vous posez. Mais vous savez, je vais vous donner l'exemple d'huissiers de justice. On a nommé au mois de mai dernier, ou il y a quelques mois, une quarantaine d'huissiers, par arrêté ministériel, qui n'ont pas été formés. C'est un problème aussi. On ne peut pas nommer de J'ai fait une réunion avec les responsables du corps, donc des huissiers, notamment le président Marco, Chouzour et d'autres. Nous sommes en train et la directrice d'affaires judiciaires, nous avons fait une réunion qui tend à réorganiser la profession d'huissier et la conformer avec les textes en vigueur pour faire en sorte que l'on rattrape un peu les erreurs. Qu'en est-il des notaires? Je pense que les notaires... Est-ce que vous ne pensez pas que les notaires ont besoin aussi je pense à des notaires, mais même des avocats. Parce que quand on voit certaines rédactions, je veux bien que vous protégiez Je ne protège pas du tout. Vos collaborateurs, monsieur le ministre, mais le constat, il est là. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, tout le monde se plaint. C'est une profession. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur le ministre, je ne vais pas vous apprendre la loi. Vous la connaissez mieux que nous, de par votre formation. Mais aujourd'hui, quand vous avez des textes juridiques qui partent à l'étranger, notamment vers la France et dans d'autres pays, et qui ont une confection qui est très mauvaise, et elle est à l'image du pays, c'est quand même assez intolérable. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'identifier quelques avocats ou alors quelques magistrats compétents à communiquer avec l'extérieur pour éviter justement des désagréments de cette nature? Vous savez, c'est une profession libérale, la profession d'avocat. Pour moi, tous les avocats sont bons. Maintenant, il appartient au marché de réguler. C'est une profession libérale. Il appartient à chacun de choisir l'avocat qu'il estime être bon. Je ne suis pas certain qu'un client, quand il constitue un avocat, il va choisir le moins mauvais, mais il prend le meilleur. Il faut le laisser. Je ne pense pas. Il y a eu une vingtaine d'avocats très bons qui ont été formés, qui sont sur la place. Je ne veux pas jeter de l'opprobre sur la profession d'avocat. C'est une profession libérale. Laissons le marché se réguler tout seul. Qu'il y ait des actes de l'administration qui ne sont pas parfaits, je veux bien, on doit, même l'administration effectivement, faire en sorte que l'administration s'améliore dans la rédaction, Oui, vous avez entièrement raison. À propos d'administration d'ailleurs, je viens de présenter des notes en Conseil des ministres. Nous voulons reprendre, et on va reformuler la loi de 2004 sur la fonction publique pour faire en sorte que l'administration soit suivie par une institution indépendante qui a été qualifiée de haute, le HAFOP, pour un peu... Quel serait le rôle donc de cette structure? C'est de suivre un peu la carrière des fonctionnaires, l'évolution. Je vous donne un exemple. Actuellement, vous savez que les avancements qui sont faits qu'on fait à l'administration, aux fonctionnaires, sont faits de manière complètement subjective. Il suffit de connaître ou avoir une relation avec le ministre pour aller le voir et il te fait des avancements, augmente les indices. C'est pas normal. Que vous soyez bon ou mauvais, c'est pareil dans l'administration comorienne. Ouais. Que vous méritiez, que vous soyez ponctuel, que vous soyez respectueux de l'administration et de justiciable, importe peu. Ce qui est important, c'est d'avoir une relation avec le ministre ou le pouvoir politique. Nous voulons créer un mécanisme d'égalité où l'administration saura reconnaître les meilleurs de ses enfants et donner des promotions à ceux qui sont plus productifs dans l'administration. Croyez-moi, on va le faire. Monsieur le ministre, je sais que votre passé au tribunal de Moroni n'a pas laissé que des amis. Enfin, je vais dire, vous n'avez pas que des amis là-bas. Quel est vos rapports avec vos anciens collègues? Parce que je sais, pour certains, ils n'ont pas été toujours faciles pour vous. Quel est le regard aujourd'hui en tant que ministre de la Justice? Vous savez, le ministre de la Justice, le ministre d'État de la Justice que je suis, je ne peux pas tenir compte de considérations liées à ma petite personne d'avocat. Quelle que soit
quelle que soit la frustration, l'animosité ou l'amitié ou l'inimitié que j'avais eue, c'était pour le petit avocat que j'étais. Je suis ministre. Vous je utilisez me dois... le passé. Vous Oui, utilisez le parce passé que je du ne temps. suis pas avocat, je suis Non, mais ministre. que vous avez eu. Donc, est-ce que cela suppose que vous n'avez plus? Non, je voulais dire que le ministre n'a pas. En tout cas, si on me déteste, le ministre ne peut pas détester. Alors qu'en tant qu'avocat, je pouvais détester et rendre la monnaie. Quand on marchait dessus, je claquais aussi une gifle. Mais là, ministre que je suis, je me dois de protéger tout le monde, mes amis, mes ennemis, ceux qui me détestent et ceux qui m'adorent, mais en toute neutralité. Et le ministre que je suis, je ne peux pas prendre en considération mon passé d'avocat. Monsieur le ministre, on va passer de l'autre côté. Jusqu'ici, on a parlé de votre ministère et vous avez parlé jusqu'à présent à titre du ministère d'État chargé de la justice. Maintenant, vous êtes après tout un homme politique. Donc, on va passer à la phase politique. Oui, mais je suis un peu déçu. J'attendais de vous que vous me félicitiez quand même du Hajj qui s'est très bien passé. On va en venir, monsieur le ministre, mais moi je considère que bien qu'il soit grand, vous auriez dû venir. Non, vous avez, je pense que, vous me permettez, monsieur le ministre, mais je trouve que c'était démagogique. Vous avez mis en exergue ce Hajj pour monter une certaine forme de réussite politique. Je ne suis pas tout à fait de votre avis, pas le vôtre, hein, comme ministre, mais dans l'ensemble, comme approche politique d'un gouvernement. Je ne pense pas. Par ailleurs, si vous voulez bien, on va y revenir. Oui, je veux bien, mais si vous me laissez une minute pour vous répondre. Non, on aura l'occasion de revenir. Vous auriez dû venir à la Mecque, vous auriez apprécié, comme tous ceux qui sont venus. Non, écoutez... je vous recommande d'y aller. Oui, j'ai vu d'ailleurs votre belle photo. C'était très émouvant de vous voir avec cette tenue. Ah tiens, vous êtes émouvant. Non, c'est émouvant de vous avoir. Non, c'était émouvant de vous voir avec cette tenue, monsieur le ministre. J'aurais parié sur beaucoup sur toi. Bon, donc, là, vous avez cette alliance qui est quand même très dure à gérer politiquement. Mais non, mais pourquoi vous créez de problème, Daoud? Vous pouvez pas Il n'y a pas de problème, question. ça se passe très bien. Votre réponse sera biaisée parce que si vous ne laissez pas acheminer ma question jusqu'à sa fin. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas parlé. Enfin, je vais dire, ça se passe bien. Certains dans votre camp pensent déjà à 2021. Il y en a même qui ont déjà commencé la campagne. Je connais quelques 3 ou 4 qui sont déjà en campagne pour 2021. Est-ce que, ma question, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes sûr que la poursuite de ces institutions est bénéfique pour le pays? Ça, c'est ma question. 2, si le président Azali, comme certaines langues le disent, compte prolonger de quelques années, on parle de 7 ans, ou alors modifier la Constitution, ce qui, naturellement, hypothèque la candidature de Sambi, éventuellement, ou alors, pourquoi pas, mais on ne peut pas parler de tournant. Quelle est la position de votre parti? Daoud, je voudrais que... Très sincèrement. Si vous êtes Djoua, bien sûr. Bien sûr que je suis Djoua. Djoua. Mais je voudrais... plus PEC. Écoutez, c'est une autre question dans la question. Non, mais laissez-moi répondre d'abord à la première question. Moi, je voudrais m'assurer... Vous voulez que je réponde à la deuxième? Il n'y a aucun problème. Je voudrais m'assurer à quel titre vous parlez. Est-ce que vous parlez en tant que militant de Djoua ou du PEC? Il eût fallu, dans ce cas-là, le préciser dans la question... Alors, PEC. Non, vous me posez la question d'abord. Laquelle des deux questions vous me posez? Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes PEC? Alors, je réponds à celle-ci d'abord ou à l'autre? Alors, je suis Djoua. La première, c'est je suis Djoua parce qu'on a fait une fusion et je suis dans le Djoua et j'ai pris ma carte dans le Djoua et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc, le PEC, c'est terminé. Il y en a plus. Le PEC, oui, on a fait une fusion. Attention, si certains veulent prendre le PEC, libre à eux. Mais moi et tous ceux qui géraient le PEC, on a décidé que nous allons faire une fusion, c'est ce qui a été le cas, et nous sommes tous dans le Djoua, et il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de triche là-dessus, et je suis clair et net, et tu me connais, je ne suis pas le genre de garçon à tricher, et alors, à dire une chose et son contraire. On veut réviser la Constitution, ou alors... Alors maintenant, je réponds à votre question. Mon cher Daoud, je ne veux pas, autour de cette table, moi, Fahmi Saad Ibrahim, venir commenter des suppositions. Ça ne tient à rien. Je refuse, quant à moi, de débattre sur des suppositions. Supposons que la supposition supposée soit supposable.
il n'y a pas de supposition possible dans ce sens. Donnez-moi des faits. Vous me dites, voilà telle chose, je vous réponds. Il se dit. Écoutez, moi je Il ne se consulte ni Nostradamus, ni Nostradamus, je ne consulte ni des Wagangi pour connaître l'avenir. Pour ma part, je sais que nous sommes dans un gouvernement homogène. Nous avons. Est-ce que vous une attendez vision. 2021? Mais vous savez, la meilleure manière de réussir 2021 pour le pays, j'entends, parce que c'est pas à titre individuel, il faut faire gagner le pays, c'est de réussir ce que nous faisons maintenant. Mon ambition à moi n'est pas 2021, 26 ou je ne sais quand. Mon ambition à moi, c'est de réussir en 2016 ce que le peuple comorien, à travers l'élection de président de la République, m'a été confié, c'est de faire proprement mon travail. Monsieur le ministre, Maintenant, est-ce que laissons vous êtes l'avenir à l'avenir. solidaire avec le président Sambi? Dans quel sens je suis solidaire? C'est mon Solidaire, ami. oui. Je ne peux pas être. C'est mon ami, mon grand frère, une personne que je voue un profond respect, que j'apprécie et que nous avons les meilleures relations du monde. Je n'en cache pas, je le dis. Vous voulez que je le redise? C'est mon meilleur ami. Est-ce que demain, monsieur le ministre, si vous rompez avec Azali, est-ce que vous partez? Est-ce que si Sambi décide, je vais dire, le parti Djoua décide de rompre pour un oui ou un non, ou pour une raison valable, est-ce que vous allez vous maintenir Écoutez, au pouvoir ou vous allez être solidaire de cette décision? C'est de la politique fiction. Mais puisque vous me en posez la quelque question, sorte, alors, oui, tout à moi fait. je suis un homme pragmatique. J'étais candidat au nom de Djoua, soutenu par le Djoua. J'ai soutenu le président Azali à travers le Djoua. Naturellement, si demain il y avait une mésentente, on tirera les conséquences. Ah, ou alors, vous me demandez si je trahirais le Djoua et Sambi. Ah non, c'est pas ça. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous me Monsieur demandez si je trahirais le président Sambi et Djoua pour rester ministre. Je ne suis pas né ministre, mon cher ami. J'ai été proposé plusieurs fois ministre par le président Kililou, j'ai refusé. Et le dernier, c'était en 2015, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas trahir Sambi. Voilà, moi je suis un homme, un garçon où je respecte mes engagements, je suis un garçon fidèle, avec ma vision et surtout avec ma conscience. Et je respecte ma conscience. Moi, monsieur le ministre, moi, je suis vraiment soucieux de la population comorienne, ce qu'ils disent. En tant que juriste, la population comorienne n'arrive pas à donner la confiance à la justice comorienne. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le moment de redonner l'image de la justice par rapport au dossier des détournements de deniers publics, qui est vraiment un fardeau aux Comoriens? C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut avoir un dossier, un gros dossier, et les gens suspects sont placés en détention provisoire. Et le lendemain, ils sont sont libérés par une décision de mise en liberté provisoire. Et ça fait inquiéter la population toujours. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples? Ouais. Moi, ce que je peux vous dire, je suis un homme qui a toujours respecté l'institution judiciaire. Et je respecte les décisions rendues par la justice comorienne. Je suis un homme politique, j'ai une vision, j'initie la vision. On ne peut pas demander en 4 mois de réussir là où on a échoué pendant des dizaines d'années. J'essaie de faire mon apport à moi, mais je voudrais vous dire une chose. Je suis le patron du parquet. Les juges du siège sont indépendants. Les décisions qu'ils prennent, je ne peux que m'incliner. Et c'est ainsi que la loi est faite. Heureusement d'ailleurs, sinon on ne serait pas dans un état de droit. Maintenant, pour le reste, laissons chacun faire son appréciation. Monsieur le ministre, aujourd'hui, l'Assemblée, elle s'ouvre. Elle est déjà, la session a commencé. Voici depuis quelques jours, ça fait depuis le 7, me semble-t-il. L'ancienne majorité, qui était composée du CRC et puis de l'ancien parti au pouvoir, existe jusqu'à présent. Il semblerait, vous êtes venu rejoindre la majorité présidentielle. Donc, on va dire, premier stage, vous avez la majorité parlementaire existante jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire. Mais de l'autre côté, au niveau de l'exécutif, vous avez une majorité présidentielle composée de Djoua et du parti CRC. On est bien d'accord, monsieur le ministre. Alors, donc, si on considère ces deux éléments, il n'y a pas d'opposition parlementaire pour le moment. On émet l'hypothèse, si demain, vous rejoignez la majorité parlementaire. Comment vous allez fonctionner dans un pays où il n'y a pas de contestation? Alors, Si d'abord, je voudrais rectifier. Nous n'avons pas rejoint une majorité présidentielle.
Pas rejoint, je n'ai pas dit rejoint. Si, vous l'avez dit au début, j'ai bien noté. Rejoint. Oui, on a... Si, vous avez rejoint parce que dans la mesure où vous avez contribué à cette majorité. Mais vos questions sont... Laissez-moi répondre, vous me posez des questions. Non, j'ai parce compris. Que vous déformez toujours, monsieur le ministre. Mais non, je ne déforme rien du tout. Alors, je repose la question pour ne pas... Justement, c'est pour que l'auditoire puisse comprendre. Vous avez participé, parce que c'est la phrase que vous vouliez que j'utilise pour faire plaisir, je l'utilise. Vous avez contribué. Il y a des faits qui sont là. Oui, tout à fait. Vous avez contribué de façon décisive à l'élection d'Azali, donc vous êtes dans la majorité. C'est une majorité que vous avez confessionnée. Donc, je vais dire, le Djoua est la principale composante. Ce sont des propos qui vont vous faire... Alors, je vais répondre. C'est bon, j'ai compris votre question. Oui. J'ai compris, sauf que j'ai rebondi sur un vocabulaire utilisé. Je n'ai rien inventé. Tout à l'heure, en vous réécoutant, vous verrez que c'est le mot que vous avez vous-même utilisé et qu'il était tout à fait normal. Moi, en tant qu'invité ici, je requalifie ce que vous-même vous avez dit. Je n'ai pas les compétences juridiques que vous avez. Pas du tout, c'est du français, c'est pas le... Mais non, vous êtes précis aussi. Donc oui, mais ça, c'est pas du droit, ce que nous disons là. On parle. Nous n'avons pas rejoint, nous avons créé la majorité présidentielle parce que nous avons fait le choix de soutenir Azali Assoumani parce qu'à nos yeux, était le meilleur des 3 candidats retenus. Et nous sommes dans cette majorité. Vous posez une question, si demain il n'y a pas d'opposition, je m'en réjouis, tant mieux. Si personne... vous êtes un bon dictateur, monsieur le ministre. Mais non, on n'impose rien. Si je suis désolé, mais... Écoutez, moi, hier, je me suis opposé à Ekililou. J'avais l'occasion de ne pas m'opposer. Je me suis opposé. Donc, j'y crois en vertu de l'opposition. Mais si maintenant personne ne veut s'opposer, pourquoi voulez-vous que je crée une opposition? Oui, mais c'est toujours bon pour la démocratie. D'accord, mais comment faire? C'est une vie morose politique. Mais comment veux-tu faire? En tout cas, vous ne pouvez pas me demander à moi, ministre et opposant du gouvernement. Non. Alors, la question, allez-y demander aux autres. Est-ce que vous allez fonctionner en solidarité? Est-ce que je vais dire, parce que quand on suppose que c'est une majorité solide, ça veut dire qu'il peut y avoir des divergences. Est-ce que vous comptez être solidaire avec, à la fois, dans cette nouvelle majorité parlementaire, que vous allez sans doute, qui va se manifester sans doute dans les jours qui viennent, d'après les dires, à la fois au niveau de l'exécutif et du Parlement? Vous êtes très fort, puisque vous lisez l'avenir. Moi, non. Je ne lis pas l'avenir. Mais si, vous me dites de tout ce qui va se produire. Non, j'ai pas une maîtrise de cette science, mon ami Daoud. Moi, je ne fais qu'interpréter le présent, ce que nous vivons, ce que nous avons fait. La majorité parlementaire. Je suis capable. Est-ce que vous êtes dans la majorité parlementaire à partir de cette session? Oui ou non, monsieur le ministre? Mais, sincèrement, est-ce réellement une question? Comment je peux avoir un député à l'Assemblée s'opposer à son ministre? Il faut être sérieux. Vous avez répondu parfaitement. On ne peut que soutenir à la majorité. Ce que je veux dire, en revanche, moi, je peux te parler de mes projets à moi dans l'avenir. Je suis incapable, moi, Fahmi Said Ibrahim, de prédire ce que les autres feront ou les crises à naître. Comment vous le voyez, votre avenir? Écoutez, pour le moment, mon avenir s'inscrit dans cette dynamique d'alliance avec le président Azali, que j'entends aider, puisque ensemble, on s'est battu pour barrer la route à Mamadou et consorts, parce que ils ont fait beaucoup de mal à ce pays, parce que la gestion des 5 dernières années était ils ne sont pas les seuls à avoir fait mal, monsieur le ministre. Écoutez, tous les gouvernements je vous parle, une responsabilité. Parlez de qui vous voulez, moi je parle de qui je veux. Moi je parle de ces 5 dernières années parce que j'ai aidé Azali à mettre fin au pouvoir Mamadou, parce que s'il était là, sincèrement, ça aurait été extrêmement dangereux. Voilà, mon avenir politique s'inscrit là pour demain. Est-ce que vous allez enquêter, monsieur le ministre? Je reviens un peu sur est-ce que vous allez enquêter, 1, sur l'argent de l'habitat, 2, sur l'argent de l'exploitation économique, 3, sur les affaires dont le président est impliqué. Pas impliqué, mais je veux dire, était au pouvoir à l'époque. Est-ce que ces sujets-là, dont la population se pose, est-ce que vous allez... Mon cher Daoud, vous venez de dire à Nono qu'on avait clos le chapitre de la justice. Non, et là, vous le réouvrez. Moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de tabou. On peut réouvrir à volonté, mais il faut qu'on soit cohérent dans le débat. Moi, je veux bien, il n'y a aucun problème. Alors, je vous regarde. Oui, si la plainte, elle est là, j'ai donné des instructions pour que toutes les affaires soient réouvertes. L'habitat, je vous dire une chose. Le ministre, le président de la République ne gère pas les finances publiques. Les finances publiques sont gérées par le ministre
des Finances et les ministres concernés. Et ça, il faut que vous le compreniez. L'affaire Habitat, s'il y a eu des détournements, s'il y a eu des malversations, il faut demander aux anciens ministres des Finances. Qui sont les ministres? Je n'ai pas parlé qui du président, j'ai parlé de... Alors, le système, je vous dis, qui était ministre des Finances de la période d'Habitat? C'était Mamadou, c'était Ikirilou. Alors, il faut, oui, bien sûr. Demander des comptes. Oui, si vous le souhaitez. Oui, parce que moi, je pense... Il n'est pas interdit à qui que ce soit de porter plainte. Monsieur le ministre, mais c'est un plaisir pour moi de vous voir aujourd'hui ministre de la Justice. Parce que ce sont des affaires où vous êtes toujours là, quelle injustice dans ce pays. Vous avez oublié Boulmining. Maintenant, écoute, s'il y a des éléments historiques... Ah oui, mais tout à fait, non, mais un certain nombre d'affaires. Donc c'est un plaisir pour moi. Mais je ne demande pas de satisfaction. J'aurais souhaité ce que vous disiez hier, vous êtes là, vous avez devant les actes. Alors j'espère que vous allez aller jusqu'au bout. Parce que vous aurez, monsieur le ministre, marqué l'histoire de ce pays. Merci. Parce que vous savez très bien combien ce pays a soif de justice. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai demandé, c'est pourquoi j'ai donné pour instruction au parquet de ne bloquer aucune affaire. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que je suis ministre, que dès lors, je ne peux pas moi aller instruire des affaires. Je donne les ordres pour que... Mais vous avez la possibilité, en tant que patron, vous veniez de le dire, du parquet, en cas de dysfonctionnement de la justice, le parquet peut faire appel. Oui, bien sûr. Aussi, également. Donc oui, vous avez toujours la faculté, si vous estimez que cette justice n'a pas été rendue... Mais je fais confiance à mes magistrats du parquet et que ils feront appel quand ce sera nécessaire. Votre avenir politique dépend de la façon dont vous allez gérer ce ministère. Je vous garantis. Parce que, monsieur le ministre, vous étiez ministre des Affaires étrangères. Donc vous étiez tout le temps en voyage. Aujourd'hui, vous me le disiez il y a 3 jours, quand je vous demande... Je suis venu vous demander... Vous n'allez pas dire tout ce qu'on a dit en off? Non. D'accord. En off, mais je veux dire, je vous ai posé une question et vous m'aviez répondu très honnêtement pour me dire que je suis très content d'être dans ce ministère, ça me permet d'être dans le pays, d'être en contact avec le pays. Absolument. Donc, je pense que la façon dont vous allez gérer ce ministère dépendra de votre avenir politique. Alors, je vais vous dire une chose. Donc, moi, j'ai voulu d'abord donner les moyens aux juridictions, donc aux tribunaux et cours, pour qu'ils puissent décemment travailler. Vous voulez donner les moyens? Ils n'ont pas les moyens. Non, mais je me bats pour que ça le soit. J'attends la loi de finances qui va être adoptée incessamment sous peu. Elle sera présentée la semaine prochaine. On attend le ministre des Finances, mon collègue Seydali Chehan, un garçon très très bien en demeurant, que j'apprécie beaucoup et qu'il fait du bon travail. Chehan, il va rentrer, je crois, dimanche ou plus tard lundi. Il va présenter la loi de finances, le projet de loi de finances. Au sein de celle-ci, je me suis battu pour que justement l'on crée le soutien spécial aux magistrats. Je me bats aussi pour qu'il y ait un minimum de confort. Pensez au palais de la justice. Oui, absolument. Alors, concernant le palais de la justice, il y a un volet, un appui à la bonne gouvernance de l'Union européenne. On va rénover le palais de justice ou pas? Oui, alors, il y a dans ce volet à peu près 8 millions d'euros qui ont été mis par l'Union européenne dans le cadre de l'appui à la bonne gouvernance. Et au sein de ce volet, il y a la restauration du palais, la construction de maisons d'arrêt. Tout à fait. Elle sera construite où, cette maison d'arrêt? Bon, ça n'a pas encore été défini. Est-ce qu'on va la garder là, cette maison d'arrêt? Oui, alors... À votre avis? Oui, peut-être qu'on pourrait la garder une maison d'arrêt, mais une prison à côté. Vous savez, la maison d'arrêt doit emprisonner des gens en transit, temporairement, des petits délits. Mais une vraie prison moderne pour... Parce que pourquoi on parle... la réhabilitation, oui, absolument, ça a été évoqué. Il y a même, ça... Oui, absolument, c'est une hypothèse. Donc, il y a ça, il y a la restauration du palais, il y a la construction de la maison des avocats, aussi. Il y a toute une panoplie de la formation. La formation a un volet très important, justement, des auxiliaires de justice. Et nous allons, avec ce volet, essayer d'améliorer la qualité des... Mais, monsieur le ministre, si vous devez, au cours de l'exercice de cette période dont vous êtes ministre, quel est le chantier qui vous tient à cœur et que vous aurez été fier de l'avoir accompli? Un chantier, Je vais vous dire une chose. La justice, les choses vont s'améliorer, j'ai bon espoir, très honnêtement. Pour moi, l'enjeu majeur est dans l'administration publique.
Vous savez, il nous faut une administration publique moderne, où les dépenses seront maîtrisées, où l'on va améliorer la gestion de nos fonctionnaires et que l'on fasse en sorte qu'elle soit près des citoyens. Je veux moderniser l'administration et c'est un chantier que j'entends engager à travers une loi de modernisation. Concrètement, ça veut dire quoi, Monsieur le ministre? Moderniser l'administration, oui, c'est concrètement des actes concrets, des domaines, par exemple la maison d'arrêt, quelque chose qui... Non, je parlais de l'administration publique dans son ensemble, oui, la gestion. Là, nous allons créer des cartes biométriques pour tous les fonctionnaires, pour qu'il y ait une facilité pour contrôler la présence physique des fonctionnaires. Nous allons faire en sorte que l'on unifie les actes des administrations informatisés au niveau du tribunal, dans les préfectures. Nous allons tenter de moderniser et mettre aux normes aujourd'hui. Vous parlez de l'administration en général. En général. Je vous rappelle que je ne suis pas uniquement ministre de l'administration publique, je suis ministre de la réforme des administrations publiques. D'accord. Donc on est en train. Vous avez vu que j'ai sorti une note où j'ai demandé à ce que toutes les prestations soient clairement affichées sur les entrées des administrations, préfecture, au palais de justice. Là, vous savez, le coût d'un acte, tout ça, c'est pour qu'il y ait plus de transparence. Monsieur le ministre, aujourd'hui, on persécute certains compatriotes à qui on attribue qu'ils sont chiites, sunnites et tout ça. Vous ne pensez pas que c'est une atteinte à la liberté individuelle? Écoutez, c'est la seule question qui me gêne, je vous dire. Mais elle me gêne parce que, mais je vais répondre dans sa généralité. C'est quand même un homme moderne, je pense que. Oui, je suis surtout le ministre des droits. Non, je suis surtout le ministre des droits humains, donc à ce titre, je me dois de vous répondre. Mais je disais que ça me gêne parce que mon collègue a sorti une note. C'est de celle-ci que vous voulez certainement faire allusion. Je suis un peu gêné par cette note. Pour la simple raison qu'en tant que ministre des droits humains, je pense qu'il me revient à moi de faire respecter les droits humains. Et les droits humains commencent par la liberté de conscience, telle qu'elle est garantie par la Constitution. Les droits humains aussi, c'est le respect de la propriété privée. Or, j'ai vu que dans la note, on parle de réunions même en lieu privé. Donc je suis gêné de parler de la note d'un collègue puisque je n'ai pas eu connaissance, et ce d'autant que le culte c'est de mon ressort. Mais nous allons certainement faire une réunion. Si quelqu'un piétine votre domaine, je pense. Non mais justement, j'ai voulu être honnête. C'est le cas. Mon cher ami Daoud, raison pour laquelle j'ai voulu vous dire que je suis extrêmement gêné. Mais comme je n'ai pas pour habitude de fuir les questions, je vous le dis sincèrement, cette note me gêne. Mais j'attends de voir mon collègue Daoud et le gouvernement pour que nous puissions trouver une solution. Mais il est vrai qu'en droit, l'acte administratif unilatéral, en aucun moment, elle peut modifier les termes de la Constitution. Que dès lors que les libertés fondamentales sont fixées dans le préambule de la Constitution, que dès lors que la propriété privée elle est garantie par la Constitution, que dès lors la liberté de culte elle est garantie, je ne peux que moi, en tant que ministre des Droits humains, faire en sorte que tous ceux qui vivent aux Comores aient la liberté de conscience. Vous savez, si on venait demain interdire les gens d'exercer, ou plutôt de prier selon leur conscience, nous viendrons à fermer aussi les mosquées des Ismaéliens qui sont chiites, qui sont là depuis des siècles. Ils n'ont jamais gêné personne. Il y a des protestants qui sont là, qui ne sont pas chafiites, que je sache. Il y a la mission catholique. À ma connaissance, ce ne sont pas des chafiites non plus, la mission catholique. Donc il faut que l'on soit clair. Il ne faut pas que l'on instrumentalise la religion et qu'on l'utilise à des fins politiques. Il faut que l'on soit clair. Ou on fait respecter la loi, ou alors, et je suis gêné. Je termine, je dirais qu'en droit, ce qui est interdit, c'est le prosélytisme. On n'a pas le droit, effectivement, d'aller faire de la propagande, de chercher des gens pour les convaincre et les convertir. Ça, c'est interdit, aussi bien aux catholiques qu'aux autres confessions. Catholiques, protestants, chiites ou autres, ou malikites d'ailleurs, puisque notre rite à nous, c'est le chafiïsme. Donc, voyez-vous, la question me gêne, mais bon, je suis désolé, je suis obligé, à mes éditeurs, je suis obligé de répondre. Monsieur le ministre d'État, nous savons très bien que la masse salariale atteigne même à 2 milliards 400 millions de nos francs. Vous connaissez très bien que les agents de la fonction publique n'arrivent même pas à consommer même le 500 millions de ce manne financière.
et que le gouvernement toujours continue à injecter ou bien à payer des subventions dans des établissements publics qui n'arrivent même pas à maîtriser cette situation de finances publiques. Est-ce que ce n'est pas le moment de voir comment, avec 500 millions que vous payez les agents de la fonction publique et le reste sont consommés par des subventions, est-ce que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Non, ce n'est pas exactement ça. Je crois qu'il y a une confusion. Vous avez les 2 milliards et quelques sont c'est la masse salariale. Vous avez à côté des subventions données comme la TNC ou à l'Ouatouane, mais qui en réalité, c'est un mécanisme créé pour payer des fonctionnaires, mais on n'a pas qualifié, pas des fonctionnaires, les journalistes, mais on n'a pas qualifié de salaire, mais une subvention. Mais le tout, sans parler des contractuels, puisque nous avons pris note, moi et mon ami Sidali Shehan, il y a quelques jours, nous allons obliger à tous les contractuels, à tous ceux qui ont bénéficié de contrats, à tous ceux qui sont payés et qui ne sont pas fonctionnaires, que ça rentre dans le cadre du paiement du GIS. Pourquoi? Le GIS, vous savez ce que c'est le logiciel qui contrôle tout ce qui est salaire et gestion des carrières des fonctionnaires. Nous allons mettre ensemble pour un souci de rationalisation, d'une bonne gestion de la masse salariale dans son ensemble. Alors qu'actuellement, dans le GIS, ça ne gérait uniquement que les fonctionnaires. Nous allons faire en sorte que tout soit contrôlé ensemble. Sur la question que vous avez posée, vous savez, toutes ces dépenses confondues représentent à peu près 80% du budget de notre pays. Il faut que l'on tienne un discours de vérité au peuple comorien. Voulons-nous réellement continuer ainsi, ou il faut que l'on mène une politique de rupture, une politique honnête, une politique de rigueur, une politique d'ajustement structurel, mais pour que, à moyen terme, l'on espère que l'on redresse les finances publiques. Nous avons le choix. Ou faire de la démagogie, continuer à recruter, être en cessation de paiement, jusqu'à rompre avec nos partenaires institutionnels, notamment de Bretton Woods, et se trouver dans une situation où l'on n'est pas capable de faire face aux exigences élémentaires, ou alors on tient un discours de vérité au peuple comorien. On leur dit, voilà, il faut serrer la ceinture, l'État ne peut pas résorber tout le chômage, on doit rationaliser nos choix budgétaires, mais surtout, dans mon ambition à moi, faire en sorte qu'il y ait une égalité dans l'administration. Il ne faut pas que les jeunes soient recrutés parce que justement ils sont soutenus par tel ou tel pouvoir ou telle personne. Nous voulons créer un mécanisme, et là je remets au goût du jour, et nous avons discuté en Conseil de ministres, nous voulons remettre au goût du jour les concours dans l'administration publique. Et ça, tout le gouvernement est d'accord, le président de la République est d'accord, et nous allons le faire. Il faut qu'il y ait une égalité de chance dans ce pays, Nono. Il faut que les jeunes aujourd'hui, les gens acceptent que pour servir le pays à travers l'administration, parce qu'on peut servir le pays à travers le privé, parce que justement, et là c'est un aspect intéressant, beaucoup de privés sont délaissés, on ne parle pas d'eux, alors que c'est ce secteur privé qui crée une richesse dans un pays et dans le reste du pays. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une économie qui crée 3% de la valeur ajoutée uniquement dans notre PIB, dans le pays. C'est vraiment très très peu. Oui, mais monsieur le ministre... Je termine à la question pour qu'on revienne sur l'aspect économique, je sais que ça vous intéresse, pour dire que l'administration, l'État, il faut que l'on tienne ce discours de vérité. Enfin, qu'on dise aux Comoriens, l'administration ne peut pas résorber le chômage. On ne peut pas, on ne pourra pas, et on n'a pas les moyens aujourd'hui de recruter tout le monde. On doit recruter les meilleurs, et les meilleurs doivent être identifiés à travers des concours honnêtes. Attention, pas des concours de complaisance, mais des concours où on pourrait créer un mécanisme qui puisse garantir la transparence des concours, et puis surtout maîtriser les dépenses salariales. Vous savez, on ne peut pas dépenser 80% de nos salaires et dire que rien ne va dans le pays. Nous n'avons pas de marge d'investissement propre. Tout pays qui renoue avec la croissance est un pays qui maîtrise les dépenses et qui les ramène à des proportions acceptables. C'est quoi? C'est 30-40%. Si aujourd'hui, la fonction publique, la masse salariale représentait 30 ou 40%, cela nous permettrait, sur 60 milliards, cela nous permettrait de dégager des fonds importants pour investir dans les secteurs producteurs de richesse et des secteurs sociaux.
notamment l'éducation, la santé, les routes et tout le reste. Mais Si l'État... Vous êtes optimiste. Mais monsieur le ministre... Oui, il y a la volonté politique de le faire. Monsieur le ministre, vous le savez très bien que l'état de nos finances ne permet pas d'investir tout au plus, parvenir à satisfaire une partie de nos besoins intérieurs. Je pense notamment à l'éducation, à la santé et tout ça. Maintenant, si vous parlez d'investissement, vous veniez de parler à l'instant des institutions de Bretton Woods, qui sont le FMI, la Banque mondiale et tout ça. Ce sont des structures vieillissantes qui n'ont jamais développé un pays. Maintenant, vous avez la possibilité, les gouvernements, je pense à nos amis mauriciens, je pense à nos amis Seychellois. Ces gens-là ont contourné toutes ces structures-là, ont établi vous êtes un homme moderne, je pense, parmi les modernes de ce qu'il y a au gouvernement. Je ne vous fais pas je ne voudrais pas être nommé, rassurez-vous, mais objectivement, je le pense profondément. En tout cas, c'est pas moi qui nomme. Non, mais vous pourrez contribuer à me caser quelque part, on va dire. Donc, monsieur le ministre, mais pourquoi ne pas prendre des grands cabinets d'avocats, des grands cabinets qui élaborent des grands projets de développement pour lever des fonds souverains? Ce pays a besoin peut-être de 500 000 milliards pour mettre les bases d'un développement. Pas pour se développer, mais déjà pour mettre les bases. Donc, mais c'est les institutions que vous venez de noter, ils vont jamais. Pourquoi ne pas passer vers les fonds souverains, lever des fonds souverains pour développer le pays? Quelle est la résistance que vous avez? Est-ce que c'est un problème idéologique? Je ne sais pas. Je vais vous répondre dans la plus grande simplicité et clarté. On ne peut pas, dans l'état actuel du monde, ignorer les institutions de Bretton Woods. Je n'ai pas dit ça. Si on venait à rompre avec eux... j'ai pas dit de rompre. Non, attends. Si on venait à négliger les institutions et renouer... Il y a des pays qui ont négligé justement ces institutions et qui s'en sortent très bien. Non, c'est faux. Je note aujourd'hui qu'un des pays les plus riches du monde, qui s'appelle l'Arabie Saoudite, fait appel aux institutions de Bretton Woods pour restructurer leur économie. Ça, c'est la partie technique, non, pas la partie financière. Oui, mais bon... Oui, c'est la partie technique, mais la partie financière... Si vous dites que c'est le pays le plus... Daoud, si vous me laissez si vous me laissez pas parler, vous posez des questions... Monsieur le ministre. Non, Votre émission, elle est un peu... Laissez-moi répondre. Monsieur le ministre, je ne peux pas vous laisser dire des choses dont je ne pense pas. Laissez-moi terminer, monsieur le ministre. Je vous dis simplement, si vous dites que l'Arabie Saoudite, qui est le pays le plus riche du monde, c'est que j'en doute. Enfin, je n'ai pas dit le pays le plus riche, j'ai dit parmi les pays les plus riches. Il faut m'écouter quand je parle. Mais je pense que s'ils demandent assistance sur le plan technique, maintenant, est-ce que nous, on ne peut pas demander assistance à des gros cabinets pour lever des fonds? Vous avez déjà posé cette question, Daoud. Laissez-moi 3 minutes répondre. Je vous en prie, monsieur le ministre. Ne me interrompez pas, parce que sinon je ne peux pas vous répondre. Je reviens sur ce que je disais. L'Arabie Saoudite est un des pays les plus riches au monde. Or, ils ont fait appel aux institutions de Bretton Woods pour les aider à restructurer. Donc, on ne peut pas ignorer les institutions de Bretton Woods. D'ailleurs, même les fonds souverains, personne ne viendra dans ce pays si on rompt avec l'institution de Bretton Woods. L'institution de Bretton Woods est un gage de sérieux dans les finances publiques dans notre pays comme dans le reste du monde. Il faut qu'on tienne un discours de sérieux pour que ces jeunes qui nous écoutent comprennent que nous sommes des gens sérieux et que nous parlons de choses sérieuses. Ce que je veux vous dire, monsieur Daoud, on peut nous donner des milliards, on ne s'en sortira pas. Le Zaïre recèle, la République du Congo recèle des milliards dans son sous-sol. Ils s'en sortent pas. C'est un problème de gestion. Justement. De mauvaise gestion. Le Gabon est un pays qui recèle des richesses où il y a du pétrole exploité depuis plus de 50 ans. Le pays ne vit pas mieux que nous au Comores aujourd'hui avec 0 francs. Donc la question n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de volonté politique, une question de vision politique et une question de conviction et de capacité de restructurer l'État. Avant l'argent, parlons de restructuration de l'État. Voilà, moi c'est ce que je vous dis. Avant de parler de ces fonds souverains, avant de parler de milliards, si on nous injecte ces milliards avec l'état actuel de l'administration publique, avec l'état d'esprit, avec la justice que nous avons, avec l'hôpital que nous avons, on ne fera rien du tout. Je préfère parler de modernisation de l'administration publique, moderniser l'État, maîtriser l'État,
l'État, les dépenses publiques, rationaliser les choses. Alors, je répondrai à la question tout à l'heure. 80% qui est versé, qui est payé à nos fonctionnaires, il n'y a pas de marge propre d'investissement. Justement, il faut ramener à des proportions acceptables pour que l'on dégage un minimum de moyens pour investir à restructurer l'État et à moderniser l'État. Il n'y a pas, Est-ce que vous allez il n'y a faire pas des de concours? secret. Est-ce que vous allez, par exemple, former oui. les anciens fonctionnaires, les fonctionnaires qui ont été puis recrutés comme ça par accommodation politique, électorale ou autre? Est-ce que vous allez nous sommes en train d'abord organiser des concours justement pour sélectionner les meilleurs? Oui, attention. Est-ce que c'est on ne peut pas faire des concours pour ceux qui sont déjà. Il y a la théorie en droit des droits acquis, ce qu'on appelle la théorie des droits acquis. D'accord. Quelqu'un qui est recruté, il est recruté. Maintenant, il faut faire en sorte que l'on améliore. Comment commencer par améliorer? C'est d'abord en maîtrisant l'administration, en limitant les recrutements, qu'il n'y ait pas de recrutement. Et si on recrute, mais qu'on recrute les meilleurs, pour qu'il y ait une contre-prestation. Le drame de notre pays, c'est qu'il y a des administrateurs qui sont recrutés et qui ne sont pas en contrepartie, ils ne fournissent pas une contre-prestation. Donc il y en a un enrichissement sans cause et un appauvrissement de l'État. Beaucoup de gens, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font pour le pays dans l'administration, ils ne font rien du tout. Attention, il y a certains et beaucoup qui travaillent beaucoup et qui se donnent et ils ne sont pas récompensés très souvent. Voyez-vous, c'est ce qui est dangereux dans ce pays. Que vous soyez productif ou improductif, c'est pareil. On ne reconnaît pas de mérite à ceux qui travaillent. Il faut qu'on crée le mécanisme. D'ailleurs, on vient de créer une commission où cette commission va regrouper les différents ministères et nous allons nettoyer les actes d'incidence financière dans l'administration et les actes illégaux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des retraités qui ont décédé, qui continuent à être payés? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des greffiers qui sont à l'étranger, qui continuent d'être payés? Je viens de signer un acte de nettoyage de certains actes. Donc il faut une commission qui va revoir l'ensemble de l'administration pour assainir l'administration, pour qu'on reparte dans de nouvelles bases, avec une législation. Je suis en train de préparer une loi qui va modifier celle de 2004 et 2010 pour que l'on la rende plus performante, qu'on la rende plus moderne. Et cette loi, on va la présenter. J'en ai Monsieur parlé. le ministre, on ne peut pas terminer cette émission parce que je pense qu'on a... Invitez-moi une autre fois. Non, je vous en prie, on pourra... C'est toujours agréable de discuter avec vous, on pourrait passer des heures. C'est fort gentil à vous. Pas. Par contre, si... là, vous avez licencié. Parce que on n'a pas licencié. Vous avez annulé des actes de recrutement illégaux. Bon, les résultats conduisent à des licenciements. Donc vous pouvez jouer sur les mots, monsieur le ministre. Mais c'est pas un mot, mon ami. Il est pareil. C'est la finalité qui compte. Maintenant, il faut, vous veniez de dire tout à l'heure, parler de l'économie. On va en parler. Moi, je pensais vous parler de la justice, de l'action gouvernementale. Vous m'entraînez dans l'économie. Moi, je parle de tout. Je ne peux pas être ministre et fuir des sujets. Je suis ravi. Parlez-moi de ce que vous voulez, je suis là pour répondre. Je suis ravi de découvrir cela. Je n'ai pas une mémoire sélective. Non, je suis ravi, monsieur le ministre. Mais, monsieur le ministre, jusqu'ici, il n'y a pas de lisibilité. Parce que le président n'a jusqu'alors pas prononcé un discours de politique générale. Il distille de temps en temps, à des occasions ponctuelles, certains actes que le gouvernement doit prendre dans un futur proche. Mais quand est-ce qu'on va connaître les grandes lignes de l'action gouvernementale? Écoutez, nous ne sommes pas dans un système américain présidentiel où on attend l'événement du discours présidentiel. Nous sommes dans une culture latine, d'un droit français et d'un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Et que le président fait on a un régime semi-présidentiel et semi-présidentiel. Oui, vous êtes sûr, monsieur? Sûr, vous savez. Dieu nous dit, mais on n'est pas dans un régime semi-parlementaire, vous le savez très bien. Bien sûr on est dans un régime hyper-présidentiel. Monsieur le ministre, pourquoi vous cachez des choses? Vous voulez cacher des choses? Je ne cache pas, je fais... On est dans un régime présidentiel. Daoud, n'accusez pas, s'il vous plaît. Je respecte votre lecture de la Constitution. Respectez la même. Moi, je constate, c'est un constat. Ce n'est pas entre... Vous savez, les meilleurs dictateurs, c'est ceux qui réclament les constitutions pour mieux les violer. Donc, moi, je vais vous dire, monsieur le ministre, je pense que nous sommes dans un régime hyper présidentiel. Donc, quand vous me dites semi, il y a des propos que moi je ne veux pas accepter que vous les teniez, alors que vous savez que dans la pratique, nous sommes dans un régime hyper présidentiel.
Vous savez, le président comorien, c'est le président le plus puissant du monde. Non, il faudrait que tu fasses une émission que tu invites Daoud. Parce que là, il monopolise la question, alors qu'il est censé, me poser des questions. C'est moi qui suis censé parler et c'est lui qui parle. Non, j'abonde aussi. Alors, il faudrait l'inviter dans une émission. Vous êtes en train de prendre tout mon temps et vous m'accusez, vous ne me laissez pas passer. Laissez-moi m'expliquer. Je vous en prie, monsieur le ministre. Oui, mais vous ne m'interrompez pas. Tout à fait. Je n'ai pas douté de votre interprétation de la Constitution comorienne, que je respecte. Il faut que vous compreniez, je respecte votre lecture. Au lieu de dire que vous êtes en train de cacher les choses, dites-moi pourquoi vous dites que c'est un régime parlementaire. J'aurais pu donner à vos électeurs par respect qu'ils écoutent ma version et ma lecture. Et je vous ai donné. Voilà, vous recommencez. Vous recommencez. Laissez-moi parler. Vous allez pas fermer la bouche. Mais non, mais bien sûr, laissez-moi. Je suis là pour vous interroger, monsieur. Oui, mais laissez-moi répondre. Vous ne pouvez pas m'interroger et continuer à poser des questions. Je vais être simple. Je vous ai donné un verset. J'ai dit wa ma utitu min ilm illa qalila. Je vais vous la traduire. Oui. Le seul possesseur du savoir, c'est Dieu. Tout à fait. Alors, accordez-moi d'être un peu imbécile. Et ça ne me dérange pas d'être imbécile de temps en temps. Accordez-moi d'être ignare. Non. Mais là, mais je revendique. Je peux être imbécile. Je peux je peux pas vous l'être. Mais si, mais moi je revendique. Vous n'êtes pas un imbécile. Mais je peux de temps en temps l'être. Vous ne pouvez pas vous faire passer pour une mais écoutez, je peux je peux de temps en temps ne pas comprendre. Mais laissez-moi revendiquer mes carences. Je ne suis pas de ceux qui pensent avoir tout compris. Allez. Alors vous avez le droit, vous, de me corriger, de me dire ce que vous pensez, mais laissez-moi, au moins, dans mon erreur, au moins, livrer mon interprétation de la loi. Alors je reviens, pour que nos éditeurs comprennent parfaitement bien ma vision, et surtout ma lecture de la Constitution. Je vous ai dit que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. C'est pourquoi le chef de l'État, Azali Assoumani, ne peut pas aller faire une déclaration de politique générale comme fait Obama au Congrès. Ça n'existe pas dans le régime parlementaire ou semi-parlementaire. Le régime parlementaire, c'est le roi qui va à l'Assemblée ou la reine, ou pas à l'Assemblée ou chez lui, au palais, qui fait un discours de politique générale. Dans le système comorien, nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Pourquoi je vous dis semi-parlementaire? Parce que nous avons un gouvernement qui aussi est contrôlé par le pouvoir législatif. C'est ça le régime parlementaire. Oui, je vous apprends. Quand un parlement peut censurer un ministre, ça veut dire que c'est un régime parlementaire. Vous ne pouvez pas dire le contraire, mon cher ami. Et quand le président... Excusez-moi. Je n'ai pas mémoire excusez-moi. Oui, mais la loi, elle est là. Dura lex et lex. Quand le président de la République peut dissoudre l'Assemblée, c'est le corollaire de la censure qu'on peut porter à un ministre. Que dès lors, on ne peut pas dire que c'est pas un régime parlementaire. Dans la théorie. Écoutez, théorie... Daoud ne peut pas non plus... Non, je termine. Laissez-moi. Oui. Le régime présidentiel, jamais le président ne peut dissoudre le Parlement. Ça, c'est un régime intégral parlementaire. Dans des régimes semi-présidentiels et semi-parlementaires, c'est un régime où il y a... C'est un système bicéphale. Chez nous, l'originalité du système comorien, c'est que le président, justement, n'a pas un premier ministre. Donc c'est monocéphale. À la tête de l'exécutif, tu as un président qui est à la fois président et chef de gouvernement. Alors que dans le régime parlementaire intégral, vous avez, ou intégral ou semi comme la France, vous avez à la fois un président et un premier ministre, et le premier ministre est responsable devant le Parlement. Chez nous, aux Comores, nous avons un président qui est à la fois président, il n'y a pas de premier ministre, mais il est chef de gouvernement. Mais vous avez aussi le Parlement, donc le président qui peut dissoudre l'Assemblée, mais qui a son versant de l'Assemblée qui peut contrôler l'action gouvernementale en sanctionnant, s'il le souhaite, donc un ministre. Donc c'est un régime parlementaire. C'est les ingrédients d'un régime parlementaire. Il faut avoir la majorité parlementaire pour pouvoir gouverner. C'est ça un régime parlementaire. Donc voilà ma lecture. Peut-être que je me trompe, mais je tenais à livrer telle que la Constitution comorienne et surtout la réforme de 2009 qui a introduit cette dose du parlementarisme constitutionnel. Voilà. Monsieur le ministre, nous arrivons vers la fin française de cette émission. Nous allons passer. Est-ce que vous souhaitez passer un message aux éditeurs ou bien quelque chose d'especial que vous voudrez communiquer à la population? Non, encourager de telles initiatives. Je dis bravo à ce que vous faites à travers Radio Haïba. Je pense que c'est une très bonne chose. J'ai des très bons échos. Je pense que
le contradictoire est fondamental pour faire avancer les choses. Très honnêtement, la qualité de vos émissions ne laisse personne indifférent, à commencer par moi. J'avoue que j'étais impatient que je sois invité. Je croyais que j'avais été oublié. Vous venez de reparer. Je vous remercie et je serai toujours à votre disposition. Et puis moi, j'ai pas peur de répondre aux questions parce que justement, quand on veut faire de la politique, on doit aussi accepter de répondre de ses actes aux yeux, à travers vos médias, au peuple comorien. J'ai beaucoup de respect pour le peuple comorien pour fuir ce genre de débat. Et merci à vous d'avoir pensé à moi. Et je tiens à vous encourager, je vous encourage parce que j'ai eu des très très bons échos. Merci, à votre radio. Merci pour cet accueil dans votre ministère. J'ose espérer que ce débat fut utile, bien qu'agité. Pour rappel, vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission mardi à 11h sur Aïba FM. Pour les internautes, aibafm.webcomore.com. Merci et à bientôt.